été des innovateurs incroyables. Pour le premier instrument, ils ont fait de la recherche et développement et ont déjà innové par rapport à ce qui existait sur le marché. Ils ont développé la combinaison ajustable et puis ils ont fait des recherches pour répondre aux attentes des clients. Les instruments de l'époque étaient assez limités. Ils ont utilisé l'électricité à l'orgue et ont été les premiers au monde à en faire une application qui a fonctionné. Avec le docteur Salius Duval de l'Université de Montréal, ils ont travaillé sur cette invention qui est l'électricité. Ils l'ont appliquée à l'orgue et pour leur 26e instrument à la Basilique Notre-Dame, déjà les systèmes de tirage de jeu, donc les combinaisons, étaient électriques. Et pour l'orgue de chœur de la cathédrale d'Ottawa, en 1892, on avait déjà un système complètement électrique. Alors, ça a été la plus grande innovation qu'ils ont apportée à l'instrument. Et cette innovation a été copiée par tous les facteurs de par le monde. Ils ont été à l'orgue à tuyaux, ce qu'Henry Ford était à l'automobile, dans le fond. Et ce qui a fait la prospérité de l'entreprise au début du siècle, c'est qu'ils ont innové technologiquement. Ils avaient une période, je ne sais pas, une vingtaine de brevets qui leur donnaient le monopole en Amérique du Nord. Le fait d'avoir deux frères, mais chacun spécialisé dans son domaine, un qui s'occupe de l'aspect commercial et l'autre de l'aspect artistique, ça aussi, ça a caractérisé beaucoup l'entreprise. Même, comme je vous disais tantôt, ça fait partie de notre tradition même aujourd'hui. Et il faut dire que la majorité de nos compétiteurs n'ont pas cette dualité. Chez nous, les deux frères avaient compris ça et cette dualité est restée depuis. Je dirais aussi le respect du travail bien fait, ce souci de la perfection. Et tout ce qui a trait au respect de l'artisan et de la participation des gens à l'évolution de l'entreprise. Parce que l'évolution chez Casavant, l'innovation, c'est pas fait uniquement par les frères, ça c'est fait par des gens dans l'usine. En octobre 1879, Claver et Samuel fondent Casavant Frères. Ils s'établissent à l'endroit même où leur père Joseph, un facteur d'orgue autodidacte, avait installé son modeste atelier 30 ans plus tôt. 118 ans plus tard, c'est sur le même emplacement que l'on fabrique encore aujourd'hui les orgues Casavant. Les employés ou les travailleurs sont des artisans. Et leur efficacité ne dépend pas du montant de capital qu'on investit dans l'usine, c'est pas les machineries avec lesquelles ils travaillent, mais c'est leur expertise, leur savoir-faire et leur bon vouloir et leur dévouement envers le projet sur lequel ils travaillent. Donc, dans ces circonstances, il est bien entendu qu'on ne traite pas avec ces gens-là de la même façon qu'on traiterait nécessairement avec des employés d'une entreprise qui a un montage sur une chaîne de montage. Ça devient des individus qui ont une autonomie d'action beaucoup plus grande peut-être que dans d'autres usines, mais toujours contraints aux mêmes exigences d'efficacité, parce que si on n'est pas efficace, on n'aura pas de job personne. Hein. Mais ça crée un climat particulier dans l'usine. La maison a 116, 117 ans d'existence et tout ce savoir-faire qui est accumulé, il est accumulé dans la tête de nos artisans. Donc si demain matin il disparaît, c'est plus de Casavant, c'est clair. On peut pas racheter ce savoir-là. Il n'existe pas sur le marché. C'est pas comme une machine qui passe au feu qu'on la remplace. Nous sommes perçus un peu comme l'université de l'art au monde.
Certains de nos concurrents aujourd'hui se sont formés chez nous. Il y en a même ici, dans la région. Ça exige qu'on fasse un planning assez long, avec une période de temps assez longue à l'avance pour savoir à quelle époque on a besoin de tel artisan, tel endroit. Donc, préparer la relève, il faut les former, les entraîner. Et ça se fait sur place par les employés eux-mêmes, par les artisans eux-mêmes. Tu as indiqué, c'est plus? Non, c'est ça, on va les indiquer, là. OK, il faudrait mettre des notes. On va mettre ici, une note. en note générale pour toutes les pattes qui descendent à terre. Ça sera une note, ça peut être typique pour toutes les pattes qui descendent à terre. Ça va être bon, ça. Dans un an d'ici, je m'arrête à ma retraite, dans un an. Je m'en vais à 46 ans de fête l'année prochaine. Entre ces deux pièces-là, on avait-tu parlé l'autre fois qu'on pouvait essayer d'unir ça On va le pogner avec toute la charpente du semi. Ouais. Pierre, c'est lui qui va me remplacer ici jusqu'à Zavel. Il est rentré ici au mois de juillet, ça fait environ 6 mois qu'il est ici. Puis là, je lui montre tout ce que je peux lui montrer pendant c'est une formation que je fais. Hein. Ça va durer à peu près un an et demi. Puis c'est sûr que dans un an et demi, il n'aura pas tout appris, mais il va en savoir beaucoup. Ces pièces-là, c'est en fer qu'on fait ça ici. C'est en fer, hein. As-tu fait un plan pour le faire? Non, c'est vrai. T'es prêt à compléter? Oui. Ça va être bon, ça. Ce qu'il y a de plus merveilleux chez Casavant, leader mondial dans son domaine, c'est de constater comment au XXe siècle, l'art de fabriquer des orgues se transmet par compagnonnage, comme chez les bâtisseurs de cathédrales, que cette science, datant de la Renaissance, est toujours passée d'un maître à un apprenti et que la technologie moderne n'a pas remplacé les leçons apprises jour après jour à l'atelier. Ça commence à courber un peu? Un petit peu pour beaucoup. Oui, ton œil s'habitue, là. C'est pas mal. Mais c'est pas trop, là? Je pense que j'en ai trop fait, là. Non, il n'y a pas... Ça a l'air pas mal, la tournure, là. Tu vas en enlever un petit peu? Les premières fois, ça arrive qu'on passe tout droit, on va un peu trop loin, hein? Là, j'ai passé tout droit. Oui. Bon, maintenant que notre tuyau est monté, Michel, on va l'essayer. Pour voir ce que ça donne. Ça s'apprend l'harmonie comme on apprend un instrument de musique. C'est un métier qui est long à apprendre, ça demande beaucoup d'années, puis ça demande beaucoup de patience. Moi, je dirais que ça prend au moins 7 à 8 ans avant de tout faire les sortes de jeux qu'il peut y avoir dans un orgue. Il peut y avoir 5 000, 10 000 tuyaux. On en a fait des orgues qui ont 10 600 tuyaux, même. C'est pas rare de voir ça. Et ici, on a 61 notes. Ça prend environ une trentaine d'heures. Quelqu'un qui est habitué. Quelqu'un qui commence, ça prend beaucoup plus de temps. C'est le résultat d'une belle courbe, ça. C'est ça, c'est très bon, ça. C'est chaque chose est faite à la main. C'est chaque chose, tu prends le temps de le faire. Quand tu fais de quoi, c'est pas un meuble qui va te garantir 5 ans, c'est un orgue qui va te garantir 20 ans, puis habituellement, on s'attend à ce que ça marche 30, 40 ans avant d'avoir des réparations à faire dessus. Dans la région de Montréal, on a plusieurs temples somptueux, très beaux. Notre-Dame, on peut penser à Saint-Jean-Baptiste, Saint-Nom-de-Jésus, etc., qui ont coûté, qui coûteraient des millions et des millions à construire aujourd'hui, dans lequel on réinvestit à l'heure actuelle, parce qu'au niveau patrimoine, on ne veut pas les perdre, ces temples-là, ils sont trop beaux, ça a trop d'importance. Et à l'intérieur duquel, ils ont tous un instrument de musique, un orgue à tuyau, qui s'il était refait aujourd'hui à zéro, ça coûterait entre 500 000 et peut-être $1 million. On est en train de refaire certains de ces instruments
Parce qu'encore une fois, le gouvernement considère que ça fait partie du patrimoine, mais on n'est pas pour les perdre. Donc, Saint-Jean-Baptiste a été fait. On travaille sur celui de Saint-Nom-de-Jésus, Notre-Dame a été fait. Donc, soudainement, il va exister dans la région de Montréal, comme exemple, plusieurs temples qui sont aussi des salles où l'acoustique est superbe, avec des instruments de musique superbes. Est-ce qu'on va se permettre d'utiliser ces instruments seulement le dimanche pour quelques personnes qui viennent au service religieux? Ou est-ce qu'on va bénéficier de cet investissement qui est déjà là pour essayer d'attirer des gens dans cet endroit qui vont venir pour écouter de la belle musique? Propriétaire de Casavant Frères depuis 1976, Bertin Nadeau a acquis et vendu nombre d'entreprises depuis, entre autres Provigo et Distribution Consommateur. Pour l'ex-professeur des hautes études commerciales, diplômé de Harvard et de l'Université de l'Indiana, on est en affaires pour faire le plus d'argent possible, et c'est normal. Pourtant, sa relation avec les facteurs d'orgue de Saint-Hyacinthe semble s'appuyer sur d'autres acquis. Casavant est probablement l'entreprise auquel j'ai été le plus fidèle de ma vie. Ça représente plusieurs choses. D'abord, c'est plus qu'une entreprise Casavant, c'est une institution. C'est une petite institution qui est pas grande par sa taille en termes de chiffres absolus, mais qui, à l'intérieur de son marché, de son industrie, a une position dominante dans le monde. Et donc, ça lui donne une certaine richesse que d'autres entreprises n'ont peut-être pas. Et je dois m'avouer que je me sens responsable vis-à-vis de cette institution. J'ai fait une carrière d'administrateur ou d'entrepreneur et parfois on est en affaires pour faire le plus d'argent possible. C'est normal, c'est légitime. Et dépendant des événements, dépendant des occasions, des opportunités, on va acheter et vendre certaines entreprises. Par rapport à Casavant, je me sens une autre responsabilité, c'est de m'assurer d'abord qu'elle va survivre ma génération, me survivre moi, et que l'avenir va continuer, parce que lorsqu'on est responsable d'une entreprise qui a 120 ans, on ne va pas être accusé d'être le dernier, le dernier président du conseil et que sa vie s'est éteinte avec la nôtre. On se sent beaucoup plus responsable vis-à-vis de l'avenir.